Ah, la phycocyanine. Une légende raconte qu'elle est antioxydante, anti-inflammatoire, antihistaminique et anti-cancer. Elle semble sortie tout droit d'un livre de science-fiction ou du mythe de la fontaine de Jouvence. Prenons le temps de décortiquer tout ça ensemble. Remettons ensemble les pieds sur terre. De nos jours, tout le monde peut s'exprimer sur Internet et on entend de tout et n'importe quoi. Je peux d'emblée vous dire que la majorité des infos que je vais vous partager sont tirées de 2 livres. Les pouvoirs insoupçonnés de la phycocyanine du docteur Bertrand Canavi. Je vous partage le livre au complet dans la description. Et la santé cellulaire du docteur Jean-Louis Vidalot et de René Olivier. Petite règle, dès que j'aborderai un sujet lié à un article scientifique, vous verrez apparaître ce signe en bas de l'image. Il signifie que vous pourrez retrouver les sources en description. Je me présente, moi c'est Pauline, et je suis passionnée de santé. Je m'intéresse à la biologie, à la vie et à la science de manière générale. Petit disclaimer, je ne prétends pas détenir la vérité absolue, ce serait prétentieux de le dire à mon sens. Je base mes réflexions rigoureusement sur les livres et articles scientifiques. Je ne suis que l'humble intermédiaire entre vous et les études scientifiques. Si vous êtes une personne sceptique, telle que moi, je serais même flattée que vous alliez vérifier mes dires et le fruit de mon travail de recherche. Par contre, la plupart des articles seront en anglais, langue universelle. Je vous dévoile toutes mes cartes, tant qu'à faire. Cela étant dit, continuons. Des études sur la phycocyanine, c'est pas ça qui manque. En fait, il y en a un sacré paquet. Je suis loin d'être la seule à m'y intéresser car elle fascine les scientifiques depuis maintenant plus de 30 ans. La plus ancienne étude que j'ai pour le moment dans ma base de données date de 1994 ou 94 pour mes amis français. Cette étude traite de l'incidence de la phycocyanine dans la production de cellules sanguines. Après l'avoir longuement étudiée et observée, certains lui ont même donné le petit nom d'or bleu des cellules. Alors pourquoi n'est-elle pas connue du grand public? C'est là tout le paradoxe de la phycocyanine. Quand j'en parle autour de moi, personne ne semble la connaître. Franchement, dites-moi en commentaire si vous en avez déjà entendu parler. Ça m'intéresse. Moi-même, je l'ai découverte assez récemment et de manière totalement fortuite et même carrément insolite. Ce sera sûrement le sujet d'une future vidéo. Quoi qu'il en soit, les scientifiques sont assez cachotiers, il est temps de vous mettre au courant. Cette vidéo est une vidéo d'introduction à la phycocyanine. Je ne vais pas en parler dans le détail, sinon la vidéo durerait plusieurs heures. Je ne vais faire qu'effleurer quelques sujets pour vous donner un avant-goût. À la fin de cette vidéo, vous saurez où trouver de la phycocyanine de bonne qualité, car ce n'est pas encore si simple. Mais d'où vient-elle ? Je ne peux pas continuer à vous parler de phycocyanine sans aborder le sujet de la spiruline. Car l'or bleu est en fait extrait de cette fameuse microalgue. Ah, voilà un sujet connu qui devrait vous être familier. La spiruline est particulièrement utilisée par les sportifs pour augmenter leur performance physique. Elle est considérée comme un super aliment. Alors la phycocyanine est l'élément actif de la spiruline. D'ailleurs, concernant la spiruline, petit scoop, et ça je pense que personne ne vous l'a dit, la spiruline n'est en fait pas tout à fait une algue. Oui, j'ai conscience que je casse une croyance qui était en vous depuis des années. La spiruline est en fait une cyanobactérie. La cyanobactérie est un organisme extrêmement ancien, apparu sur Terre il y a de cela 3,5 milliards d'années. Nous avons des preuves fossiles sous forme de stromatolites, qui comptent parmi les plus anciens existants. Ils sont présents en particulier dans les fosses marines. La spiruline avait déjà à l'époque sa forme spiralée qu'on lui connaît aujourd'hui. À l'époque où elle apparut sur Terre, celle-ci était invivable. L'air y était irrespirable. Quand les premiers rayons de soleil ont transpercé cette atmosphère stérile, cela a permis de sensibiliser ces micro-organismes aux rayons lumineux. Elle est à l'origine d'un exploit physico-chimique incroyable, sans lequel nous ne serions pas là, la photosynthèse. En résumé, elle engendra l'oxygène, donc l'air que nous respirons, et elle facilita l'évolution de la vie à la surface de la Terre. Rien que ça. Oui, je vous ai prévenu, elle envoie du lourd. L'origine de la vie va de pair avec l'origine de la spiruline. C'est un sujet vaste et fascinant qui sera peut-être le sujet d'une future vidéo.
Petite anecdote, un de mes profs de bio du secondaire affirmait que l'apparition de la vie était due aux algues bleues. Et à l'époque, j'avais rien capté. Des algues bleues? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Je me rappelle si bien, des années après, c'est que j'avais été marquée à l'époque. Je comprends mieux aujourd'hui. Vaut mieux tard que jamais. Nous avons plus de points en commun avec la spiruline que l'on pourrait croire. Je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, sa composition chimique est à un atome près, ce qui est peu, identique à notre hémoglobine. Deuxièmement, elle est consommée depuis des milliers d'années par les êtres humains. On retrouve des traces de la consommation de la spiruline sur tous les continents. Les Aztèques récoltaient la spiruline hors des lacs par un écrémage de la surface, avec des filets. Ensuite, ils les faisaient sécher pour en faire des galettes qu'ils appelaient tecuitlal. La spiruline est une source de nourriture pour les Aztèques, mais aussi pour d'autres civilisations mésoaméricaines, comme les Toltecs et les Mayas. En Afrique, la condition de certains lacs intérieurs ont favorisé le développement de la spiruline. Les traces de sa consommation la plus ancienne datent du 9e siècle sous l'empire de Kanem. C'est dans la région appartenant actuellement au Tchad. La spiruline était récoltée quotidiennement par les femmes qui la ramassaient tôt le matin sur les berges du lac Tchad. Elles la faisaient sécher au soleil pour en faire ce qu'ils appellent le dyé, qui constituait en temps de sécheresse leur quasi exclusive source de nourriture. Troisièmement, la forme naturelle de la spiruline est la spirale. La spirale est en fait la forme naturelle que prend la vie. Les mathématiciens l'ont compris il y a de cela fort longtemps. Leonardo Fibonacci, aussi appelé Léonard de Pise, qui vécut de 1170 à 1250, a mis en évidence le nombre d'or, aussi appelé suite de Fibonacci. Elle représente l'harmonie universelle. On peut la retrouver et l'observer aussi bien dans l'immensément grand, comme la forme des galaxies, que dans l'immensément petit, comme la forme des atomes. On la retrouve également dans la forme des tornades, des tourbillons dans votre baignoire, de la forme des fleurs, de la forme des choux, etc., etc. Et bien sûr, on la retrouve dans notre fameuse spiruline. Nous-mêmes, nous n'échappons pas à cette règle. Notre ADN est en fait une double hélice. Présente dans toutes nos cellules, elle fait de nous ce que nous sommes. Elle détermine notre sexe et toutes nos caractéristiques physiques. Elle est unique pour chaque être humain. Une anecdote amusante, le logo de National Geographic est basé sur les dimensions du nombre d'or. Cet aparté me permet de vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce logo pour mon projet. Quoi de mieux que le nombre d'or ou la spirale de la vie pour parler de la vie? Le S s'imbrique parfaitement à l'intérieur. C'est le S de spirulis, mais également de spiruline, de spirale et pourquoi pas de science. Nous avons vu plus haut que la spiruline est une cyanobactérie et que de celle-ci, on peut en extraire la phycocyanine. Peut-être que vous avez fait le rapprochement. Phycocyanine, cyanobactérie, c'est cyane. Je vous rassure, ça n'a aucun rapport avec le cyanure, mais avec le cyan. Oui, cette fameuse couleur d'un bleu profond. Cela désigne le bleu caractéristique de la phycocyanine. Cette couleur lui permet de collecter l'intégralité du spectre lumineux, qu'elle convertit ensuite en énergie pour nourrir la spiruline. La phycocyanine est présente de 10 à 18% dans la spiruline. Elle est parfaitement biodisponible, ce qui n'est pas le cas de la spiruline, car la phycocyanine libre est hydrosoluble, ce qui la rend très facilement assimilable par notre corps. Alors que la spiruline encapsule cette phycocyanine dans une molécule liposoluble. Lipo vient de lipide, donc le gras. Cela demande beaucoup plus d'énergie et de temps à notre corps pour l'assimiler, ce qui provoque stress oxydatif et une assimilation nettement diminuée. D'après le livre du docteur Bertrand Canavi, on estime que la phycocyanine est 7000 fois plus active que la spiruline. À ce stade-là, c'est plus un super aliment. On devrait lui donner un autre nom, un extra super aliment. Ok, la phyco est très assimilable. Mais que contient-elle? Elle contient tout ce dont un corps a besoin. Des protéines, des glucides, toutes les vitamines et tous les minéraux. Elle est d'ailleurs riche en vitamine B12. Par contre, elle ne contient pas la vitamine C. C'est là son seul défaut.
Je me dois d'être honnête avec vous. Mais ça ne lui enlève pas le fait qu'elle soit le complexe multivitaminé le plus complet et polyvalent qui soit. C'est une véritable aubaine, un gain de temps et d'argent. À l'heure où le marché est submergé par des centaines de produits de santé, au lieu de collectionner chaque vitamine, pourquoi ne pas opter pour l'or bleu des cellules? De nos jours, à cause de la surproduction et de la surconsommation, nos aliments s'appauvrissent en micronutriments. Vous avez certainement déjà entendu quelque chose du style « Une orange d'il y a 50 ans vaut 20 oranges d'aujourd'hui sur le plan nutritionnel ». Cet appauvrissement de notre alimentation favorise les maladies dites modernes. Il y a 2400 ans, Hippocrate a dit que la nutrition soit ta première médecine. Si à l'époque il connaissait la cellule et ses mécanismes, il aurait sûrement ajouté à cette citation « et que la micronutrition soit ton médicament ». Abordons maintenant le sujet de son effet antioxydant et donc anti-vieillissement. Nos cellules consomment de l'oxygène pour produire de l'énergie. Jusque-là, tout va bien. Mais ce mécanisme tout à fait naturel produit des radicaux libres. Les radicaux libres sont des molécules instables et très réactives qui abîment les cellules environnantes. Elles sont associées au stress oxydatif et au vieillissement. À ce jour, plus de 100 maladies et troubles liés à l'âge sont attribués aux radicaux libres. Par exemple, je peux citer la cataracte, les cancers, les infarctus et moins graves mais plus esthétiques, les rides, pour ne citer que cela. Voici quelques autres facteurs extérieurs qui augmentent la production de radicaux libres. Les radiations, le tabac, les polluants de toutes sortes et la consommation d'alcool. Contre ces attaques, notre corps utilise ce qu'on appelle des antioxydants. Il en produit lui-même, c'est ce qu'on appelle des antioxydants endogènes. Tels le superoxyde dismutase, aussi appelé SOD, nous en consommons également par alimentation, tels que la vitamine E et la vitamine C. Dans cette étude de 1998, la phycocyanine est étudiée pour ses qualités antioxydantes exceptionnelles. De par son champ d'action extrêmement large, la phycocyanine permet de lutter contre l'oxydation. Elle est purement et simplement l'antioxydant le plus puissant connu à ce jour. Quand on la compare avec les autres antioxydants, ceux-ci paraissent ridicules. La phycocyanine sous forme native liquide est 70 fois plus puissante que le SOD, 16 fois plus puissante que la vitamine E et 20 fois plus puissante que la vitamine C. Le prochain point va intéresser les sportifs. Nous allons aborder le sujet de la phycocyanine et de son lien avec l'EPO. De son nom complet, l'érythropoïétine. L'EPO est un sujet qui a secoué l'univers sportif, car elle a été pointée du doigt dans une affaire de dopage. En effet, l'EPO, qui est naturellement produit par notre corps, permet d'augmenter la production de cellules sanguines, ce qui augmente la quantité d'oxygène qui passe à travers notre sang. Par conséquent, cela accroît les performances physiques. Dans cette affaire, les sportifs se réinjectaient leurs propres globules rouges après stockage d'1 mois. Cette pratique est illégale, mais surtout elle est dangereuse, car elle fatigue le cœur qui doit fournir plus d'efforts. Une étude chinoise de 1994 montre que la phycocyanine possède une forte incidence sur la production de PO. Cette même étude montre la capacité de la phycocyanine à favoriser la prolifération des cellules souches de toutes sortes. La phycocyanine peut être utilisée partout de la même manière que le PO, mais bien sûr sans les effets délétères de celui-ci. Nous pourrions être légèrement dopés. Non, j'aime pas trop ce mot. Je dirais plutôt que nous pourrions être boostés dans nos performances physiques. Les témoignages de sportifs consommant de la phycocyanine commencent à affluer. Je vais m'atteler à recueillir ces témoignages pour vous les montrer. Dans mon cas, étant une personne sportive, je ne m'en prive pas. Mes parents sont plus sportifs que moi. Ma mère fait des marathons et mon père est mordu de vélo. Il a fait Belgique-Rome en bicyclette. Et ils ont été conquis par l'or bleu des cellules. En 2010, une étude a évalué le potentiel thérapeutique de la phycocyanine sur les inflammations respiratoires. Les données ont démontré que la phyco peut potentiellement permettre de réguler les réponses immunitaires et de réduire l'asthme allergique. Elle est antihistaminique. Elle permet également de réduire le symptôme du nez bouché et les démangeaisons oculaires et cutanées. En soi, le rhume des foins. Sa consommation pourrait améliorer la qualité de vie de beaucoup d'entre nous. Oh, là je touche un sujet aussi sensible que vaste. Déjà, il existe plusieurs sortes de cancers. Les carcinomes, les mélanomes, les sarcomes, les lymphomes, la leucémie.
D'ailleurs, la leucémie est un sujet qui m'intéresse et me touche particulièrement, car elle a emporté une personne que j'aime. Je prendrai soin de réaliser une vidéo complète à ce sujet. De nombreux chercheurs ont découvert et prouvé que la phycocyanine bloquait la prolifération des cellules cancéreuses, tout en favorisant leur apoptose. Cela signifie la mort programmée des cellules. La phycocyanine est efficace sur plusieurs types de cancers, comme le cancer du sein, le cancer du foie, le cancer du poumon, le cancer du côlon, la leucémie ou encore le cancer de la moelle osseuse. Il est important de noter que la phycocyanine à forte dose n'a engendré aucun symptôme toxique, ni de mortalité. Des études sur les effets de la phycocyanine sur le cancer, il y en a plein. Je vous en partage quelques-unes en description. Je ne vais pas m'attarder dessus davantage dans cette vidéo, elle est déjà assez dense en informations. Plus j'en apprends sur elle, plus elle me fascine. J'ai décidé il y a quelques mois de m'y intéresser de plus près. Mais sur internet, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, je vois très peu de personnes qui en parlent, ce qui ne m'a pas aidé dans mes recherches. J'ai dû aller fouiller les livres et les articles scientifiques. À l'époque, j'aurais bien voulu trouver une chaîne YouTube qui en parle dans le détail. C'est pourquoi je me suis dit, pourquoi pas moi ? Je vais créer une chaîne, d'ailleurs ce sera la première chaîne, il me semble, qui parle majoritairement de la phycocyanine et de la spiruline. Pour ce chapitre, je vais m'appuyer sur le principe de l'effet Lindy. Cette théorie met en évidence le fait que plus quelque chose est approuvé depuis longtemps, plus il a de chances d'être valable encore durant de longues années. Par exemple, les livres de philosophie de Marc Aurèle ont été écrits il y a plusieurs siècles, mais sont encore imprimés et vendus aujourd'hui. C'est tout simplement parce que leur contenu est très pertinent. Cette loi fonctionne pour la littérature, mais pour encore bien d'autres domaines. La phycocyanine est consommée depuis des milliers d'années, et à travers le monde. Elle est étudiée activement par les scientifiques depuis 30 ans, et elle est apparue sur Terre il y a 3,5 milliards d'années. Est-ce que c'est assez ancien pour vous? Là, c'est les émotions qui parlent. Bon, un peu de sérieux. Bref, elle est à côté de nous depuis toujours. Il est grand temps de lever le voile. La voilà qui sort de l'ombre et qui est enfin révélée au grand public. Concernant les contre-indications, il n'y en a pas. Aucune étude ne prouve qu'il existe des effets négatifs sur le corps, même à haute dose. Il convient juste de choisir un produit de haute qualité. Il est grand temps de faire connaître la phycocyanine. C'était Pauline, à bientôt pour une future vidéo.